Les vraies voix du rugby, l'émission du lundi qui ne parle que de rugby. Au sommaire, ce soir, 20h15, l'UBB qui décroche un premier trophée, la Coupe des Champions. La récompense d'un long parcours, un des cadres de l'équipe bordelaise, Mahamadoum Diaby, sera avec nous dans quelques instants. 20h30, une ferveur impressionnante hier à Bordeaux. Quel impact, quel lendemain pour l'UBB? On en parlera avec Jean-Pierre Dorian, le directeur de la rédaction de Sud-Ouest, qui sera également en direct avec nous. 20h45, J-5 avant la reprise du top 14. Les enjeux de l'avant-dernière journée de la phase régulière, on en parlera avec Julien Tastet, notre invité, l'entraîneur en charge des avants du Stade français. Yoann Huget et Philippe Songuero sont bien sûr là, tout comme vous, au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus pour réagir. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir à tous, bonsoir Yoann Huget. Bonsoir messieurs. Très heureux de t'avoir là à mes côtés, tout comme Quentin Cabanis. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Et bien sûr Philippe Songuero. Salut Philippe. Salut François, du coup, tu vas mettre un couvercle sur ta tasse de café. Oui, mais c'est ce que j'ai fait bien sûr, et il s'en est pas aperçu, Yoann. Par contre, quand j'arrive en avance, il n'y a personne qui relève. Hein. Ça, oui. 3 minutes de retard, on relève. Par contre, quand j'ai 15 minutes d'avance, il n'y a personne qui quoi que ce soit. C'est pas grave. Mais il faut le souligner, en tout cas, on est très heureux de t'avoir avec nous. Et le gel hydroalcoolique est un petit peu plus loin que mon mug, donc a priori, pour l'instant, je ne suis pas en danger. Les infos de ce lundi. Mon cher Quentin, t'es bien, t'es à jour? Je suis à jour, je sais pas si vous êtes au courant. En tout cas, la principale news du week-end, c'est évidemment le premier sacre européen de l'UBB grâce à son succès face à Northampton à Cardiff 28-20. Dans le reste de l'actualité, d'après l'équipe, Owen Farrell, à qui il reste une saison de contrat au Racing 92, veut quitter le top 14. Il envisagerait même de retourner au Saracens. Ce week-end, le président de l'EPCR, Dominique McKay, a officialisé la première Coupe du Monde des clubs. Elle aura lieu au mois de juin 2028 en Europe. Il y aura une seconde édition 4 ans plus tard. Et puis, enfin, une dernière news qui vient de tomber, c'est le pilier gauche de l'UBB, Jefferson Poirot, qui a été cité par le PCR après les tensions en fin de match face à Northampton. Oui, l'UBB dont on parlera bien sûr à partir de 20h15, je le disais. Il soupçonné d'avoir étranglé Henri Pollock. Oui, réaction peut-être, Yoann, normale cette citation là? Il y a eu une petite anicroche là à la fin, bousculade un peu. Normal, oui, parce que ce sont des gestes qui ne se font pas. Après, il y a un avertissement et voilà, il va rien se passer de plus. C'est juste pour la formalité, on va dire, de cette fin de match et mettre en lumière ce petit accrochage. Voilà, où il s'est fait déchirer son maillot, portant secours à Mathieu Jalibert qui s'expliquait On a toujours besoin des avants. À Pollock. Ben oui, ça, Mathieu Jalibert le sait. Et en tout cas, il y avait une belle solidarité pendant le match et aussi après le match, on a pu le voir. Philippe Songuero, tu retiens quoi, toi, dans l'actualité? La victoire de Castres. Pardon? La victoire de Castres. Mais on parlera du top 14 à 20h45. On parlera du top 14 et de la dernière journée. Non, mais l'info quand même importante pour l'avenir de cette compétition, puisque ça fait lien avec la Champions Cup, c'est quand même cette Coupe du Monde des clubs qui verra le jour en 2028. C'est quand même un événement majeur qui doit structurer de façon importante l'économie des pays qui participent à cette compétition. Voilà, bon, il faudra voir comment ça s'articule et ça s'intègre dans le calendrier, parce qu'au moment où on parle de santé des joueurs, ça sera quand même intéressant à surveiller. La formule, honnêtement, elle paraît alambiquée, parce qu'en fait, c'est 2 compétitions en une. Mais en fait, cette Coupe du Monde des clubs, elle vient remplacer les phases finales de Champions Cup. Donc, elle n'ajoute pas de match. Oui. Sur le papier. On l'espère en tout cas, mais c'est vrai que c'est prometteur. Juin 2028, la Coupe du Monde. Ça voudrait dire qu'on arrête le top 14 ? Non, pas du tout. Non, c'est au lieu de faire les 8e, quart et demi de Champions Cup, tu feras des matchs de Coupe du Monde des clubs. Ouais. En fait, ça remplace les phases finales de la Champions Cup et du championnat de l'hémisphère sud, du Super Rugby, et donc les phases finales de ces pays-là deviennent une phase finale intercontinentale. Et donc, en fonction des classements des uns et des autres. Et donc, il n'y a pas de match supplémentaire. Donc, il faut voir comment ça se précise. Mais donc, ces années-là, il n'y aura pas de phase finale de Champions Cup et pas de phase finale de Super Rugby. Quand on dit Coupe du Monde, est-ce qu'on met les Japonais aussi dedans ? Tous ceux qui participent au Super Rugby. Donc, il y a quand même fort à parier que d'ici là,
les Japonais intégreront de façon un peu plus massive le Super Rugby. Okay. On va dans cette direction-là, en tous les cas, vu le rapprochement Nouvelle-Zélande-Japon qui est en train de se mettre en place. Et donc après, il faudra être en phase finale, quoi. Et ceux qui seront en phase finale de Super Rugby participeront. Non, mais on verra pas l'émergence de nouveaux clubs comme une Coupe du Monde de rugby tous les 4 ans sur les nations. Et ce seront toujours les grosses nations qui vont pas triompher, mais qui seront sur le devant de la scène. Pour l'instant. J'aurais aimé qu'on voit des clubs un peu moindres, qui prennent de l'expérience. Effectivement, pour essayer aussi de faire monter le niveau et de densifier un peu l'esprit de compétition, en tout cas le nombre de pays qui jouent au rugby. Mais à voir, en tout cas c'est une bonne initiative et ça fait évoluer notre sport que l'on aime tant. Même si... tiens, Owen Farrell au Racing qui veut partir, c'est bizarre quand même cette annonce parce que on a l'impression que je crois qu'il veut aller entraîner les Saracens, c'est un peu ce que j'ai lu entre les lignes. Mais je trouve que ça fait quand même en termes de communication et d'image pour le Racing, ça fait quand même 2 grands joueurs après Colissi l'an dernier et maintenant Owen Farrell qui veulent partir avant la fin de leur contrat. Bizarre. Ouais, c'est qu'ils doivent peut-être doivent pas se sentir à l'aise. Paris, c'est pas une ville qui vit 100% au rugby. Ça va être un climat aussi compliqué, pas trop différent de Londres, mais ils ont connu pas mal de problèmes en interne aussi, un changement d'entraîneur pour lequel peut-être il était venu. Est-ce que c'est pour cette raison-là? On le sait pas, mais en tout cas, il a peut-être besoin de se retrouver et de penser à son avenir également. Donc, s'il a une opportunité de partir pour être entraîneur, comme tu le dis, des Saracens, et penser à son avenir, il faut qu'il parte. Ouais, sur l'impact pour le Racing, toi, Philippe, t'en penses quoi? J'en pense que c'est peut-être un mal pour un bien parce que le Racing a su quand même à une époque capitaliser sur des noms mais qui étaient vraiment des joueurs importants du dispositif. Et puis au fil des ans, il y a eu des recrutements un peu manqués de joueurs importants qui auraient dû prendre une place et qui ne l'ont pas prise pour X raisons. Mais aussi la dynamique sportive était peut-être pas là pour favoriser l'intégration de ces joueurs-là. En tous les cas, force est de constater quand même qu'Owen Farrell, il n'a pas complètement pris sa place, comme si Colissi ne l'avait pas forcément prise avant. Donc c'est peut-être le moment du côté du Racing d'alléger sa masse salariale à notre recrutement. Ouais, et d'alléger la masse salariale aussi un petit peu. Donc le mal pour un bien. Et le Racing a œuvré pas mal de mois sans Owen Farrell également. Donc ce ne sera pas une perte entre guillemets sportive très importante pour le Racing parce qu'ils savent qu'ils peuvent jouer... Et ils ont joué sans lui pas mal de temps dans la saison. Ouais, on suivra ça, bien sûr. Cette nouvelle qui est parue aujourd'hui chez les confrères de l'équipe. On va se retrouver dans un instant pour revenir sur le sacre de l'Union Bordeaux-Bègles, ce premier trophée dans le palmarès de ce jeune club, l'Union Bordeaux-Bègles. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300 sur Sud Radio, les radios du rugby. Les vraies voix du rugby, l'émission du lundi qui ne parle que de rugby avec UADUG, avec Philippe Sanguero, avec vous au 0826 300 300. Quentin Cabanis, toute l'équipe est là bien sûr pour parler notamment de l'info du week-end. L'UBB sacré, l'UBB qui décroche un premier trophée, la Coupe des Champions, qui récompense un long parcours depuis 2006 que cette union a été créée. Un des cadres de l'équipe bordelaise est avec nous, c'est Mamadou Diaby, Mamad, comme on l'appelle. Il est avec nous et surtout on est heureux parce que c'est peut-être le seul joueur qui a encore de la voix. Salut Mamad. Salut. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Comment ça va depuis samedi soir? Parce que vu les images qu'on a vues de la ferveur bordelaise, on se dit quand même que les nuits ont dû être très très courtes. Les nuits ont été courtes, effectivement. Bon, les miennes un peu plus longues que celles des autres. J'étais un peu là pour superviser un peu tout le monde, moi, et faire en sorte que tout se passe bien. Donc j'ai un peu plus dormi que certains. Mais oui, les nuits ont été courtes. Mais bon, c'est normal. Ouais, c'est normal. T'as été impressionné, toi, par l'accueil. On va bien sûr revenir sur le match et tous les détails, et puis plus largement aussi sur ton implication à l'UBB, mais quand même sur cet accueil du public bordelais. C'était quand même massif. Moi, qui suis originaire de cette ville, j'avoue quand même que j'ai été impressionné par la ferveur dans les rues quand on connaît le centre de cette ville. Alors, on s'attendait à voir du monde, mais autant de monde, c'est vrai que
c'était presque irréel et c'est vrai qu'on a tous été impressionnés par la ferveur au retour à Bordeaux. Ça aide à réaliser ? Ah ben là pour le coup oui, je peux vous dire que quand vous voyez autant de monde là vous réalisez. Donc non c'était vraiment beau à vivre. Bon, Johan Huget est avec nous, bien sûr, Philippe Spanghero également. Une question, Johan, pour Mamad. Une question, déjà, félicitations, Mamad, parce qu'on sait que tu as œuvré depuis le début dans ce club et tu es une figure importante. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est dur pour vous, je pense, de réaliser l'impact de cette étoile sur ce maillot, mais en tout cas, la suite de la saison, tu la vois comment, la récupération? Est-ce que vous avez déjà un peu planifié tout ça? Ben là c'est tout frais, donc on sait au niveau de la semaine on est encore un petit peu dans le flou. Je crois qu'on va reprendre mercredi. Bien évidemment il va falloir se remettre en activité parce que bon il y a un match important dimanche à préparer. Mais bon, c'est un peu le lot de toutes les équipes là qui gagnent la Coupe d'Europe. C'est des semaines un peu délicates à gérer. Mais bon, ce qu'on se dit, c'est que ça aurait été aussi délicat à gérer si on n'avait pas gagné. Dans les têtes, ça aurait pas été différent. Et puis, tu le sais très bien, à ce moment-là de la saison, c'est aussi beaucoup la tête qui prend le relais. Donc, je pense qu'on est content de pouvoir préparer quand même cette semaine avec une victoire, même si elle va être un peu courte. Il n'y a pas une soirée ce soir à J+2, souvent c'est la meilleure soirée. Enfin, je veux dire, Sous la fatigue. Ouais, il y en a qui vont faire des prolongations, c'est sûr. Mais pas toi. Toi, t'es sérieux? Non, pas moi. Bon. Pas moi. Philippe Spanghero avec Mamad Diaby, troisième ligne, cadre de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Ouais, bonsoir. Mais d'abord, comme Johan, félicitations. On a quand même tous vibré devant notre télé parce que on était fiers d'être français et puis forcément derrière vous. Donc toi, tu es là depuis 2017, tu as vu quand même l'évolution de ce club. Tu parles justement de la façon dont ça se joue dans les têtes, dans les moments clés comme ça. On sent quand même une bascule cette saison dans la confiance collective. Alors à l'intersaison, on s'est tous interrogés sur la façon dont vous aviez digéré la finale de l'année dernière, etc. On sent vraiment que vous en avez fait une force. Comment tu l'analyses ça, de cette capacité à se renforcer autant après un échec quelque part? Je dirais, il y a quand même des échecs qui forgent quand même. Et c'est vrai que cet échec en finale l'année dernière, de par la nature de l'échec, avec cette grosse défaite, le fait que ça soit notre première finale, mais je pense que c'est quelque chose quand même qui a été tellement dur à encaisser, dur à vivre sur le moment, que ça nous a renforcés. Et puis, en fait, le sentiment qui régnait là au moment d'attaquer cette finale, c'est on voulait absolument pas revivre la déception de l'année dernière. Donc ça s'est construit tout au long de la saison avec beaucoup de remises en question, bien évidemment. On a analysé ce qu'on faisait de bien, ce qu'on faisait de moins bien. Le travail du staff a été très conséquent aussi. Ils ont mis beaucoup de moyens pour qu'on puisse être compétitif dans les moments clés et ça a porté ses fruits. Ça veut dire quoi, beaucoup de moyens? Ça veut dire faire appel à des ressources supplémentaires, des ressources extérieures ou encore Ouais, des ressources extérieures. Je pense aussi qu'ils se sont remis en question aussi sur la façon d'aborder l'équipe, sur le management, sur les rotations, le fait d'avoir un effectif frais au bon moment. Tout ça, ça fait partie d'une remise en question et honnêtement on le voit, le travail du staff il est colossal et ça nous impacte mais positivement. Oui. Cette préparation, on avait l'impression que la pression a été quand même très bien gérée par votre groupe. On a l'impression que ce groupe, quand même, il vit de façon très très légère. Ce type même de finale, alors qu'il y aurait pu y avoir un peu de tension. Vous étiez quand même favori, premier de la phase de poule. Northampton c'est un peu l'épouvantail qui avait semé un peu le désordre en allant notamment s'imposer au Leinster. Comment vous l'avez appréhendé? Parce qu'il y avait le souvenir de Marseille, mais pas que. Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas abordé avec légèreté, il y avait quand même pas mal de tensions, mais je dirais que c'était une tension assez contrôlée. Et c'est un signe de maturité.
on arrive à gérer cette tension-là et pas passer dans quelque chose de négatif qui t'apporte du doute, on arrive à performer. On arrive à performer le jour J. Donc, je pense qu'on a grandi en fait. On a grandi par rapport à toutes les mauvaises expériences du passé. Et pourtant, il y a eu un peu des hauts et des bas dans ce match. C'est un peu la spécialité maison. Oui. Vous partez bien. Enfin, à un moment, on a l'impression que vous allez prendre le large, et puis ça se termine à 20 partout à la mi-temps. Et ensuite, il y a cet essai refusé à Pollock. Et on a l'impression que ça peut aussi basculer du mauvais côté. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça sur le terrain, ou ensuite sur le banc quand tu supportais les copains? Ah oui, on savait que la pièce pouvait tourner d'un côté ou dans l'autre. Après, c'est comme ça souvent dans les finales, c'est un peu des matchs, à suspense. Bon, nous, la particularité, c'est que c'est vrai, on aime se faire peur, même au cours de la saison. Donc, les gens qui nous suivent, maintenant, ils ont l'habitude, ils savent qu'avec nous, il faut bien s'accrocher à son canapé parce que ça bouge un peu. Johan, avec Mamad Diaby, bien sûr, troisième ligne de l'UBB, qui est avec nous en direct. Je suis d'accord avec toi, ça bouge un peu, mais sur cette finale, on n'a jamais senti vraiment Northampton capable d'avoir la même mise sur ce match. On les a sentis, je sais pas si c'est le bon mot, fébrile, mais en tout cas, je sais pas comment tu l'as ressenti toi sur le terrain, mais on n'a pas senti cette équipe en pleine possession de ses moyens. Alors peut-être que vous les avez sûrement contrés dans votre façon de jouer, dans la manière de les affronter, en prenant leurs points forts et avec leur tête d'affiche. Mais je sais pas si toi tu as vraiment senti une crainte de leur part pendant ce match, parce que je crois qu'ils ont très peu tenu le ballon, et dans la densité physique, vous étiez bien au-dessus. Ouais, il y a deux choses, je pense. Je pense qu'ils ont été surpris par notre densité physique. Je pense qu'on a, même si on a pris un essai en premier, on a quand même dans les collisions, dans la dimension physique, on est bien rentré dans le match. Donc je pense qu'ils l'ont senti. Donc forcément, je pense que ça a dû les refroidir un petit peu. Et il faut savoir qu'ils ont livré aussi une grosse performance face au Leinster. Et c'est vrai que c'est jamais facile de sortir deux grosses performances comme ça sur des matchs importants. Donc je pense que quand ils ont senti qu'on était dans le match, qu'on était présent physiquement, ça les a un petit peu refroidis. Et comme tu dis, on a senti que on avait quand même l'ascendant dans le match, même si on a fait des erreurs qui nous ont pas permis de prendre le large. Oui. Là, vous avez sorti deux grosses aussi prestations contre le Stade Toulousain, et là contre Northampton où vous avez étouffé. Donc vous êtes à même de penser que tout est possible, d'enchaîner ces deux grosses prestations d'affilée. C'était le défi à relever pour vous. Oui, exactement. Ouais, défi gagné, on rappelle quand même, 28-20 face à Northampton. Philippe Swanguero, peut-être une question encore sur le match quand même, qui nous a tenus en haleine, parce que c'est vrai que je vois ce que dit Johan sur le fait il y avait une forme de sérénité, et à la fois il y avait que ce +8 là qui nous a pas non plus complètement rassurés. +8, tu te mets à l'abri de laisser transformer. Ouais, mais il y a eu quand même une série, notamment de choix de pénal touche, et ça c'est les joueurs qui le sentent, mais parfois on disait +11, ça aurait été mieux. Parce qu'ils sentaient qu'ils avaient le dessus physiquement. Donc moi, leur choix, je le comprends totalement. Le seul moment où peut-être eux aussi ils ont eu peur, c'est cette première action où ils enchaînent les temps de jeu, ça va à une vitesse. Là, je me suis dit, s'ils arrivent à tenir ce temps pendant toute une mi-temps, physiquement, les Bordelais, ils vont l'avoir dur. Et je pense qu'ils ont tout laissé pendant cette phase de jeu qui a duré plus de 4 minutes, je crois. Et après, ils ont jamais retrouvé cette fluidité qu'ils ont vue sur cette première action. Après, ils perdent deux gros joueurs. Vous leur avez fait perdre deux gros joueurs en 10 minutes. Et je sais pas si c'est ça qui a changé. Ça, c'était le plan. C'était le plan, Mamad, tu peux le dire aujourd'hui. Coup de genou. Bon coup de genou pour démarrer. Il y avait quelques dans l'équipe qu'il fallait éliminer. Mais il revenait de blessure, en plus, le pauvre, depuis février. Boum, il repart sur KO. Ouais. Non, mais t'as raison dans ton analyse. C'est vrai que peut-être que cette première séquence aussi, grosse séquence, les a fatigués aussi, parce que franchement, pour l'avoir vécu, c'était intense. Ils ont peut-être tout lâché au début, et c'est possible aussi. Comme on dit en physique, ils sont partis trop vite, trop fort, et ils ont explosé. C'est ça. Philippe, avec Mamad.
Ouais, pour moi, j'analyse quand même un autre moment du match qui ressemble un peu à la demi-finale. Alors, cette saison, vous avez souvent eu du mal à l'entame des deuxièmes mi-temps. Et en demi-finale contre Toulouse, on a vu que vous démarrez très fort. Et après, Toulouse revient dans le match. On sent un point de bascule à un moment là, où vous remettez un coup d'accélérateur, notamment sur les zones de ruck, où vous leur faites une guerre pas possible. Et là, mentalement, on sent que vous reprenez le match en main complètement. Et j'ai ressenti un peu ça, même si on ne sentait pas l'équipe de Northampton capable de vous inquiéter. Il y a une période là autour de la 50e où il y a ces pénaltouches qui s'enchaînent et vous n'arrivez plus à être réaliste comme en première mi-temps. Il n'y a pas de points marqués. J'ai en tête une action où Northampton revient quasiment sur vos 5 mètres et peut marquer et quelque part renverser le match. Et là, à nouveau, comme contre Toulouse, on sent qu'il y a un déclic collectif où vous reprenez vraiment la main sur le match. C'est comme ça que je l'ai analysé de la télé. Et il y a quand même des moments de fragilité où on sent qu'il y a le caractère collectif de cette équipe qui reprend le dessus. Et j'imagine que de match en match, ça conforte la confiance. Ouais, bien sûr, tu as raison. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Parce que c'est vrai qu'on n'arrivait pas à endiguer ces enchaînements d'erreurs et de fautes qui nous mettaient en fait dans le dur et qui faisaient qu'on se faisait peur jusqu'au bout. Et en fait, on a beaucoup travaillé là-dessus. À essayer par une action positive, un ruck gagné ou un contest ou autre à casser cette spirale négative. Et c'est vrai que de plus en plus on arrive à identifier ces moments-là et à faire en sorte de repartir de l'avant. Mais c'est pas facile hein, parce que des fois quand tu es dans le match et que t'as pas un regard extérieur, ben en fait pour rattraper une faute tu essaies de faire quelque chose de bien et du coup tu surjoues et du coup tu refais une faute. Une faute appelle une autre faute, une autre faute, une autre faute, tu laisses l'adversaire revenir et des fois c'est très difficile à s'en sortir et donc ça se travaille par des scénarios à l'entraînement, beaucoup de communication entre les leaders. Donc c'est un gros travail qu'on a fait là-dessus. Est-ce que la musique de Yannick Bru vous a servi sur le match, la musique pendant l'entraînement? La musique, ah oui. Par contre, c'était plus fort à l'entraînement. On ne sait pas si vous avez préparé pour le match ou pour la troisième mi-temps. On ne sait pas dans quel sens c'était. En tout cas, on était prêts. Un des points un peu chauds de ce match, c'est ton carton jaune, Mamad. Voilà. J'imagine que le laps de temps là où il y a vidéo, où monsieur l'arbitre prend sa décision, dans ta tête, tu trembles ou tu te dis ça sera que jaune? Eh ben, honnêtement, non, parce que au départ, je vois le premier angle de la vidéo, et moi, en allant dans le placard, j'ai pas l'impression d'y avoir été très violemment. Et je demande à l'arbitre, est-ce que mon placage est bon? Il me fait un signe de la tête, oui. Et du coup, ensuite, quand je revois la vidéo sur l'écran géant du stade dans un autre angle, je me dis, peut-être que je vais aller m'asseoir un petit moment quand même sur le banc, mais à aucun moment j'ai pensé que ça serait rouge. Parce que j'ai quand même mis les bras, il y a une circonstance atténuante où il s'est baissé au moment du contact. Bon voilà, c'est dommage parce que c'est mon premier carton jaune de la saison. Et je crois même, ça fait 2 ans que j'avais pas pris le carton jaune. Il faut choisir ses moments, Mamad. Tu as choisi le bon moment. Ouais. Donc c'est dommage, mais bon, l'issue était bonne, donc ça faisait partie de l'histoire, on va dire. Bon, ça gâche un peu le plaisir, entre guillemets, ça, voilà, même dans l'allégresse générale. Est-ce que toi, perso, tu te dis, j'aurais pas dû... Oui, sur le moment, c'est embêtant. En plus, je me sentais bien, j'étais bien dans mon match. Et puis, c'est toujours embêtant sur une finale de laisser les coéquipiers à 14 dans des matchs aussi importants. Donc, ils ont été solidaires, ils ont bien géré le temps où j'étais pas là et donc franchement on s'en sort pas trop mal. Il avait les dieux du rugby parce qu'il y a une première action aussi, Mamad, où tu passes à côté, elle est pas relevée celle-là, mais les petits observateurs ou anciens rugbymen, on a vu que tu avais mis un premier coup d'épaule. Il y a eu un tête contre tête avec le 6. Ouais. D'accord. Ah, okay. T'as pas revu le match? Ah non, j'ai pas fait attention à celui-là. Alors, il n'y avait pas beaucoup de vitesse, mais il y a eu le contact tête contre tête. Ouais. Tête contre tête ou épaule tête? Tête. Tête.
Tête, ok. Non, mais il faut pas non plus revenir sur tous les moments du de toute match. façon, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. C'est le dieu du rugby. Et Donc, voilà, c'était le jour de l'UBB et en tout cas Mamad le mérite. C'est quoi pour toi l'issue de c'est terminé après cette saison ou il y a un après? Comment ça va comment tu prévois les choses? Pour moi, personnellement, personnel, ouais. Oui. Alors, mais moi, je suis encore sous contrat l'année prochaine. J'ai encore une année de. D'accord. Je veux te mettre à la retraite. Non, je pensais que t'étais au bout, c'est pour ça. D'accord. Donc, j'ai encore une année. Bon, je suis encore en pleine possession de mes moyens. Ouais, je suis encore sous la pédale, comme on dit. D'accord. Ouais. Non, mais c'était Johan qui m'avait préparé la question, donc c'est pour ça. Mais bien sûr. Ouais, donc, non, pour le moment, on va continuer à jouer. On se souhaite encore. Les vraies voix du rugby, l'émission du lundi qui débriefe bien sûr de l'actualité du week-end, qui se projette sur le week-end suivant. Dans 10 minutes, un quart d'heure, on parlera de top 14, cette fin de saison, avec notamment Julien Tastet, l'un des entraîneurs du Stade Français qui sera avec nous. Mais pour l'heure, restons quand même sur l'exploit du week-end. Le premier trophée de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est la Champions Cup, qui a suscité une ferveur impressionnante. Yoann Huget, Philippe Spanghero sont toujours à mes côtés. On est ravis d'accueillir le directeur de la rédaction du journal Sud-Ouest, du groupe Sud-Ouest, Jean-Pierre Dorian. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors Jean-Pierre, on va quand même dérouler le CV. Je disais directeur de la rédaction. Certes, on rappelle que le siège de Sud-Ouest est basé à Bordeaux, mais tu as été un journaliste qui a longtemps œuvré au bord des terrains de rugby. Tu es d'ailleurs auteur d'un livre qui est un livre de référence pour ceux qui voudraient se cultiver sur notre sport, la grande histoire du rugby, avec notamment notre confrère de l'AFP, Pierre Galli, qui raconte l'histoire, vraiment la genèse du rugby jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'est un livre que je vous recommande. Bon, Jean-Pierre, de mémoire de Bordelais, avais-tu et avait-on vu pareil liesse dans les rues de Bordeaux pour accueillir des champions, tous sports confondus? Alors, merci de nous rajeunir avec la grande histoire du rugby, François. Mais donc, de mémoire de Bordelais, il faut remonter très longtemps en arrière. Il y avait eu de très 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 belles heures au rugby, évidemment pour le titre des Rapetou en 91, mais c'était très loin et ça n'avait pas du tout la même ampleur parce qu'on était encore, on va dire, dans la banlieue bordelaise, à Bègle. La liesse équivalente, je pense que le souvenir revient au dernier titre des champions de France des Girondins en 2009. Ça avait aussi pris des proportions de ce niveau-là. Je pense peut-être même pas de ce niveau-là. Pour dire que le phénomène rugby à Bordeaux monte très haut, parce qu'on a vu les scènes comme on en voit trop souvent au bout des Bordelais autour du Capitole, le club de Yayoan. Et on en a vu aussi il y a peu de temps autour du Vieux-Port à La Rochelle. Ça avait été assez monumental. Donc on commence à très bien s'habituer dans notre région à voir la Coupe d'Europe tourner dans le parage. Ouais, c'était pas un, c'était d'ailleurs plusieurs grands moments, mais entre samedi, la ferveur déjà autour de la place de Quinconce, et de nouveau cette journée d'hier qui s'est un peu poursuivie d'ailleurs aujourd'hui, parce que j'ai pas suivi l'intégralité de l'émission, mais nous on a passé une bonne partie de la journée à chercher les joueurs bordelais aujourd'hui. Ouais, je te rassure, nous aussi. Et j'ai vu avec cette situation, on a réussi à en capturer un pour l'antenne, c'est très bien. Nous on a eu le bonheur de recevoir le trophée, la Coupe d'Europe dans les locaux de Sud-Ouest, mais on n'a pas vu un jour avec. D'accord. Ah ouais, il faut bien qu'ils se reposent parce qu'ils ont quand même du boulot ce soir. Ils ont la soirée à J+2, c'est souvent la plus belle. Toi, t'es surpris personnellement par l'ampleur que ça prend. On connaît bien sûr la liesse au stade, la fréquentation du stade Chaban-Delmas, du stade Lescure, mais tu t'attendais à voir ça parce que quand même on a l'impression que c'était France 98 à Bordeaux. Ah voilà, François. Il y avait de ça. France 98, ça avait atteint le niveau quand même à Bordeaux assez rare. J'en ai un grand souvenir. Mais non, oui, on s'y attendait. Ce serait prétentieux de dire. Mais oui, quand même, il y a ce vrai phénomène. Enfin, le stade de Chaban, quand on dit parfois pompeusement et sans même chercher à se vanter que le public bordelais est aujourd'hui le plus grand d'Europe, statistiquement, c'est la vérité parce qu'il trouve qu'il bénéficie des plus grands stades, tout simplement. Mais quand on a 33 000 spectateurs à guichet fermé désormais tous les week-ends, forcément on voit que le phénomène rugby a pris une ampleur comme on n'en avait jamais connu, tout simplement à Bordeaux et dans pas beaucoup de villes, je pense, de France. Et quand on sait qu'à 33 000 il y a encore des matchs, j'en avais discuté avec Laurent Marty pour le dernier match UBB Toulouse au stade de Matmut, qui contient 42 000 places. Laurent m'avait dit, sincèrement, si on avait eu 2 fois plus de places, on les vendait. Et je pense que c'est pas le genre à exagérer, c'était la réalité. C'est pour les supporters toulousains qu'il avait dit ça, non? C'est peut-être qu'il y avait quelques supporters toulousains qui voulaient venir aussi. Il y en avait pourtant quelques-uns pour ce match-là. Mais c'est pour dire que oui, il y a un vrai engouement pour cette équipe qui, à mon avis, s'explique de plusieurs manières. C'est que c'est quand même, même si c'est l'héritier, ce club à la fois du CABDG, des Rapetou et du vieux Stade Bordelais, qui était un des premiers clubs titrés quand même dans notre championnat. C'était non pas au siècle précédent, mais à celui d'avant. C'est aussi donc c'est un club jeune qui a une belle histoire. C'est un club qui a gardé pas seulement la réputation, mais dans la réalité des faits, c'est un club où il y a du spectacle, quoi. Quand on voit un match de l'UBB, objectivement, désolé Johan, c'est pas le Bordelais qui parle, c'est celui qui regarde le rugby. C'est une équipe qui est plaisante à voir et sur la durée. Ça fait longtemps, voilà, que c'est là. Et là, c'était un peu ce qui manquait d'ailleurs à l'UBB pour passer le dernier cap, c'était d'avoir une espèce de rigueur qui est nécessaire pour remporter ce genre de titre. Et en gros, pour parler entre spécialistes, un 5 de devant. Là aujourd'hui, cette équipe-là garde un côté attractive. Elle est belle à voir jouer. Donc ça la rend
ça rend les joueurs les joueurs beaux à voir et ça rend les spectateurs fiers du spectacle qui est proposé. Donc je pense que c'est ça aussi qui explique l'engouement, c'est que cette équipe elle a une vraie cote de popularité qui d'ailleurs est beaucoup plus large que la simple métropole bordelaise. On commence à venir de toute la Gironde, c'est certain, et de La Rochelle. Au-delà, pour voir le bébé. Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Johan Taquin. Voilà, Johan Taquin avec Jean-Pierre Dorian, directeur de la rédaction de Sud-Ouest. Non, mais Jean-Pierre a totalement raison. C'est qu'aujourd'hui, l'UBB bénéficie aussi d'un autre facteur, c'est que le foot se porte pas très bien à Bordeaux. Donc du coup, cette équipe de rugby a tout pour elle. Elle a les étoiles et les planètes qui sont totalement alignées. Les résultats, ils sont là, parce que sans résultat, bien sûr, on ne peut rien faire. Mais le fait qu'il n'y ait pas autant de concurrence comme à Toulouse avec le TFC qui se porte pas très bien en ce moment, c'est un peu pareil. Donc ils dominent le sport sur la région bordelaise, ils en profitent pleinement et ils le concluent justement avec des titres, parce qu'au bout d'un moment c'est bien de bien jouer, c'est bien de procurer un beau jeu qui est plaisant à voir pour avoir du spectacle, mais il faut gagner et ils l'ont fait, et bravo eux, parce que ils ont gagné, mais avec la manière, parce que il leur manquait peut-être un peu des avants conquérants, des avants dominateurs pour passer ce stade-là. Et durant les 2 dernières années là qui sont écoulées, ils sont allés les chercher avec Yannick Bru pour justement... Un ancien Toulousain, c'est ce que tu veux dire. Comment ? Un ancien Toulousain. Pour gagner des titres, il faut souvent des anciens Toulousains. Je dis ça comme ça, Jean-Pierre. Mais bon, en tout cas, le Sud-Ouest, le journal du Sud-Ouest se porte bien aussi, parce qu'avec la prochaine peut-être qualification de la première historique de Bayonne pour les barrages, c'est un bon bassin rugbystique. Et peut-être les Rochers, on peut en avoir 3 dans notre région, ce serait sympa. Ouais. Mais tu as parfaitement raison, Yoann, parce que dans les causes qu'il faut absolument rajouter à celles que j'ai données, il y a, je pense qu'on peut dire malheureusement aussi le déclin des Girondins de Bordeaux. Et ça c'est clair, sans mauvais jeu de mots, il y a eu un vrai transfert. Pour la peine, il y a beaucoup, vraiment beaucoup d'amateurs de foot qui sont venus essayer le rugby parce que par dépit il y avait plus grand chose à voir aux Girondins, et le transfert s'est fait, et ça c'est tout à l'honneur du rugby. Alors de l'UBB évidemment, localement c'est elle qui en profite, mais plutôt du rugby, parce que moi on entend beaucoup, on a même écrit pas mal de choses là-dessus, mais il y a des gens qui n'étaient pas au départ des séries de rugby, qui y sont venus parce que le foot a plongé, pour être très clair, et qui trouvent en tout cas au rugby une ambiance qu'ils ne trouvaient pas nécessairement au foot. C'est très sommairement résumé, mais qui disent en gros au rugby on peut venir avec nos enfants, quoi. Voilà. Ouais. Et donc ça participe aussi au succès du bébé, c'est une certitude à Bordeaux, c'est une certitude absolue. Bon, Philippe Sanguero est avec Jean-Pierre Dorian également, donc le patron, le directeur de la rédaction de Sud-Ouest. Une question, toi qui connais mieux l'UBB que nous, moi ce qui me marque le plus, c'est la capacité qu'a eu Laurent Marty à avoir autant à mélanger en fait ambition forte et raison. On a senti ce club jamais faire d'annonces fracassantes, toujours être en maîtrise de son modèle, de son budget. Alors des fois ça n'a pas dû être facile, parce que encore une fois, guidé par l'ambition, on peut vouloir aller un peu vite, mais moi je suis impressionné par cette capacité qu'a eu le club à se projeter très loin. Quand on regarde depuis 2006, on a l'impression de cette montée en puissance régulière avec une base hyper saine, servie par justement cette affluence moyenne là qui crée une économie qui est quand même viable, parmi tous les clubs du top 14, une des plus viables. Est-ce que tu as le même regard, et si oui, comment tu l'expliques en fait, cette capacité à rester si raisonnable dans le temps? Alors tu as là aussi très bonne remarque après celle de Johan, mais c'est vrai. Non mais on est une bonne équipe. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est évident que dans ce qui rend aussi cette équipe sympathique, il y a ça. C'est-à-dire que il y a, faut le dire, je suis pas du genre à être flagorneur, mais sans la moindre farfanterie, il y a le personnage Laurent Marty, lequel, ça fera plaisir à Johan comme à Philippe, se réclame quand même très ouvertement du modèle toulousain. Il a voulu, vous l'avez peut-être, vous en avez peut-être parlé, mais il est natif de Bergerac, mais il a joué, il a été élevé, je vais dire, au Stade Toulousain. Il a joué juste en Réchelle, je crois, là-bas, et il a toujours eu ce modèle-là comme étant un modèle sain, et il a construit ce club
beaucoup passé avec ses moyens au départ. Puis avant de trouver l'économie que tu décris, Philippe, il l'a construit vraiment pas à pas. Il a fallu 5-6 ans pour monter de la top 14. Il a fallu passer par quelques gamelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Bordeaux, quelques-uns s'en souviennent d'une transformation ratée par Lionel Boxis à la dernière minute du dernier match à Toulouse. On s'est arrangé avec lui. Voilà. Qui aurait pu ce jour-là qualifier pour la première fois l'UBB. Bon, ça l'a pas empêché de remettre le couvert et de monter d'année en année. Il y a eu la montée progressive depuis 5 ans. Ce club est dans les 3 meilleurs clubs français. Voilà, ils sont systématiquement dans le dernier carré. Ils ont commencé à jouer en Coupe d'Europe aussi. Ils ont joué une première demi-finale. Et effectivement, je pense que l'arrivée de Yannick Bru a été aussi une des dernières pierres pour monter l'édifice. Je sais que là aussi, pour en avoir discuté vite fait avec lui il n'y a pas très longtemps, il fait partie de ceux qui ont beaucoup construit le succès de cette année à partir de l'énorme échec qui a été la finale contre le Stade Toulousain l'année dernière. Mine de rien, c'était un échec parce que ce résultat a été un traumatisme pour les supporters bordelais et pour les joueurs surtout. Mais en même temps, le BB était en finale. C'était la première fois. C'est rare qu'une équipe qui arrive en finale pour la première fois, surtout contre le Stade Toulousain, l'emporte. Et ça a participé à la construction. Donc, et pour revenir à ce que dit Philippe, oui, l'élément... il y a un élément qui est là depuis le début et qui est toujours là, c'est Laurent Marty. Et c'est objectivement... C'est celui qui aurait dû aller chercher la coupe en premier, parce que les joueurs ont beaucoup de mérite, et Yannick Bru a beaucoup de mérite, mais c'est lui qui a construit tout ça pas à pas, pierre par pierre, caillou par caillou, j'allais dire. Et aujourd'hui, si le club est vraiment stabilisé financièrement, c'est un des rares clubs du top 14 qui gagnent de l'argent, qui sont très 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 peu à ma connaissance. Évidemment que le stade de 33 000 places y est pour beaucoup, mais il l'a raconté, il n'aura pas fini de le raconter, mais il est parti d'un club qui avait la sympathie de beaucoup, parce que c'était à l'époque c'était la mort du rugby professionnel à Bordeaux ou l'Union, et elle n'était pas simple à faire quand on voit comment ailleurs elle n'arrive pas à se faire. Suivez mon regard vers le Pays Basque. Il est parti de ça, et donc il est parti de rien, et il y avait 80 partenaires, je crois. Aujourd'hui, il y en a plus de 800. Je dis, si demain l'UBB va au Matmut, évidemment avec ces résultats-là, je continue de l'appeler le Matmut. D'ailleurs, il va finir par ne plus s'appeler le Matmut puisqu'il a été débaptisé. Mais dans le grand stade bordelais, je suis à peu près certain qu'il fait 40 000 places, peut-être pas guichet fermé toute l'année, mais il continue de grimper. Donc ça, c'est le modèle qu'a posé Laurent Marty. Il est sain, je pense, sain durablement. Le seul petit défaut qu'il avait lui-même, c'est que c'était un attaquant qui pensait au beau jeu et qu'il reconnaît avoir tardé peut-être à équiper son squad de devant, comme il a eu toujours tendance à vouloir l'équiper derrière, parce qu'il a toujours eu beaucoup de... Parce que le rugby commence devant. Voilà. En tout cas, il se gagne devant dans les matchs de phase finale, ça c'est certain. Tout à fait. Jean-Pierre, dernière petite question, dernier petit mot, juste souligner quand même que vous sortez un hors-série Sud-Ouest, pour revenir sur cette épopée. Et voilà, on imagine que ça a forcément un impact aussi, ces belles performances sur le lectorat et sur les ventes, ou en tout cas les performances digitales du groupe et du journal Sud-Ouest. Merci en tout cas. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Dans un instant, on va continuer à parler rugby. À très bientôt Jean-Pierre sur notre antenne. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, oui, on va parler du top 14, J-5 avant cette fin de saison, ce sprint final. On va en parler avec l'un des entraîneurs du Stade Français, Julien Tastet. Bon, il est surtout montois, voilà, pour ceux qui nous écoutent dans les Landes. À tout de suite sur Sud Radio. 20h49 sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes avec nous, les vraies voix du rugby, comme chaque lundi, l'émission qui revient sur le week-end, qui se projette aussi sur le week-end. Je suis un peu fatigué. Oui, qui se protège bien sûr, mais qui se projette sur le week-end suivant. Le week-end suivant, c'est la 25e journée du top 14 qui va arriver, une journée épique notamment en vue de la lutte pour le maintien. Pour en parler, bien sûr, Yoann Huget, Philippe Spanghero, Quentin Cabanis, toute l'équipe, vous au 0826 300 300 et bien sûr notre invité Julien Tastet, entraîneur des Avants du Stade Français. Bonsoir Julien. Salut François, bonjour messieurs.
Bon, merci d'être avec nous. Voilà, on est heureux de t'avoir avec nous, bien sûr, parce que c'est quand même. J'imagine que ce week-end de break, il a dû être, on va dire, ou la semaine là, qui était comme une mini trêve, on va dire, dans cette fin de saison, elle a dû être très travailleuse ou en tout cas très studieuse. Ah mais disons qu'on ne peut pas trop se permettre, au vu de notre situation, de prendre trop de jours de vacances. Donc bien sûr qu'on a pu travailler avec un peu plus de sérénité que les semaines précédentes, au vu du résultat. Vous êtes 12e, hein, avec 5 points d'avance sur Vannes, 14e. Tout à fait, au vu du résultat qu'on avait eu face à Lyon, mais tourné vers les 2 derniers matchs, et notamment ce déplacement à Clermont qui va être important pour vite essayer de sceller le maintien du Stade Français en top 14. Ouais, parce que pour toi, Julien, ça va se jouer là. C'est-à-dire que vous voulez faire un coup à Clermont, vous misez pas tout sur la dernière journée contre Castres. Disons qu'on veut faire un coup à Clermont, c'est un grand mot, au vu quand même de cette équipe qui est quand même performante, non, mais on sait que le maintien peut se jouer à la fin à 1 point, donc on va tout faire pour aller faire un gros match face au Clermontois, essayer de rivaliser le plus longtemps possible et essayer de ramener des points pour avancer vers cette lutte vers le maintien. Mais on sait très bien qu'elle se jouera jusqu'au bout et qu'ensuite la réception face à Castres sera très très importante pour nous pour faire en sorte d'acter le fait que le Stade Français reste dans ce championnat-là. Voilà, un petit championnat à 3, Vannes 36 points, Perpignan 40, le Stade Français 41. Philippe Spanghero avec Julien Tastet, l'entraîneur des avants du Stade Français. Ouais, bonsoir Julien. Alors dans cette course-là qui s'annonce, il y a une dimension psychologique importante. On t'avait entendu le dire après le match à Perpignan, où malgré tout il y avait des choses à retirer de ça. Sur le match contre Lyon, il y a cette victoire bien sûr, mais dans le scénario... honnêtement, moi j'ai eu très peur pour vous après ce début de match. Je me suis dit, j'ai peur psychologiquement, ça craque. Et donc le fait de revenir en plus dans ce match, est-ce que tu sens que quelque part cette confiance qui était très entamée, elle a été retrouvée par l'équipe? Ah mais c'est sûr qu'au bout de 20 minutes, je t'avouerai qu'avec Morgan, on s'est regardé, on s'est dit... 17-0 pour les Lyonnais, on le rappelle. Hein. À 17-0. Après, on s'est servi de situations précédentes. Au mois de janvier, on avait vécu ce genre de scénario face à Northampton, où on perdait, je crois, 19-0 à la mi-temps. À Pau, on avait vécu ce scénario. Donc on savait qu'on connaissait malgré tout cette situation-là. Alors il faut pas se leurrer, on est une équipe malade quand tu es 12e, que tu joues le maintien, tu as quand même des doutes et tu perds aussi confiance facilement. Mais on a rapidement su s'appuyer sur des points forts de ce club qui font partie de l'ADN. Et c'est vrai qu'on a eu la capacité à rescorer, à enchaîner même les deux essais d'affilée, ce qui nous a permis de retrouver de la confiance. Et puis au fur et à mesure du match, on sentait que le doute qui était la pression qu'on avait en début de match, au fur et à mesure s'est peut-être estompé et on a réussi à maîtriser un peu plus ce qu'on voulait mettre en place, à être plus performant, à être meilleur défensivement, à être plus pertinent et à se payer beaucoup plus dans la zone de marque, alors que sur les 20 premières minutes, on est souvent dans les 22 Lyonnais, mais on ne score pas. Voilà, on sentait que en fait, le poids psychologique et la pression psychologique qu'on avait en début de match était parti et qu'on était vraiment rentré dans notre match au bout de 20 minutes, quand on a pris peut-être peur à 17-0. En tout cas, c'est un match qui nous sert parce qu'en termes de caractère, d'état d'esprit, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Et ensuite, il y a eu des choses intéressantes sur lesquelles il faut s'appuyer, même s'il y a encore beaucoup de points à améliorer en vue des 2 prochains matchs. Yoann Huget avec Julien Tastet, l'un des entraîneurs du Stade Français. Non, salut Julien, mais pour revenir sur ce maintien, aujourd'hui, malgré tout cette victoire contre Lyon, quel que soit votre résultat à Clermont, et comme tu le dis, j'espère que vous allez ramener le bonus offensif, c'est ce que tu nous annonces là, mais offensif, non. Tu vas ramener le plus de points possible, donc c'est 5.
Donc, non, blague à part. Au vu mais... de notre situation, c'est le plus de points, ça peut être 1. Non, mais blague à part, si on occulte malgré tout ce match, la chance entre guillemets que vous avez, c'est que Castres va recevoir 2 fois et si leur résultat est positif, ils vont venir peut-être faire tourner leur effectif à Paris et ça vous laisse une opportunité de sceller ce maintien. Ouais, alors c'est difficile de penser à ça et de se dire que si tout va bien, les Castrés pourraient faire tourner. On veut malgré tout être maître de notre destin jusqu'au bout, ne pas compter sur les résultats des autres. On a la chance malgré tout que beaucoup des équipes nous aient fait du bien, que les Rachelais aient gagné à la dernière minute à Vannes, que Vannes ne prenne pas de points à Bayonne sur la fin de match. Voilà, on sait que les autres équipes aussi vont rencontrer. Perpignan va aller à La Rochelle, Vannes va recevoir Pau. En fait, toutes les équipes aujourd'hui en top 14 ont de l'enjeu. Il est peut-être là un peu notre salut aussi. Mais en tout cas, voilà, on ne veut pas penser au fait que les Castrés puissent venir tourner chez nous. On veut vraiment faire 2 matchs aboutis et faire en sorte que ce maintien, on se le doit qu'à notre performance et au contenu qu'on pourra mettre sur le terrain. Et si tu avais un petit résumé de ta saison en top 14. Oui, c'est ça ce que je vais poser. C'est ta première saison à Paris, hors de Mont-de-Marsan. Comment se passe ta première saison en top 14 à Paris? T'as un petit mot pour ça, pour nous dire comment c'est bien passé? C'est assez long parce que j'ai l'impression d'en avoir vécu 3 saisons dans l'année. Non, mais ça aura été malgré tout hyper enrichissant parce que dans tous les cas, je suis encore un jeune entraîneur aussi. Et quand tu vis ce genre de situation-là, pour l'avoir vécu aussi en Pro D2 en tant qu'entraîneur avec Rémi la première année, t'apprends beaucoup plus et ça te construit énormément pour l'avenir. Après, voilà, ça reste un club quand même hyper prestigieux qui s'est aussi construit beaucoup parfois dans la difficulté. Et j'espère que tout le club dans son intégralité va apprendre de cette saison-là pour à nouveau revenir vers le haut du tableau dans les années qui arrivent parce que ce club-là le mérite en tout cas. Ouais, sans toi, puisque tu partiras à Castres, Julien, c'est confirmé, ça, on est d'accord. Ça sera le cas dans quelques semaines. D'accord. Ça sera confirmé dans quelques semaines ou tu t'en vas dans quelques semaines? Voilà, enfin bon, pardon, c'était pas, je voulais pas piéger, mais c'était voilà. Tu voulais me piéger, tu me l'avais pas dit ça. La boulette. Bon, alors je vais essayer de terminer peut-être sans vouloir te piéger, Julien, juste quand même un mot sur ton futur. Le support du Tarn. Le trophée quand même, le sacre de l'UBB en Champions Cup, toi qui es un enfant du sud-ouest des Landes, et bon, il y a quand même t'as un ancien entraîneur qui est dans le staff aussi à l'UBB, tu as des anciens coéquipiers, je pense à JB Dubier qui est dans l'encadrement également. Comment toi tu l'as perçu? Tout d'abord, je t'ai vu très ému, ça m'a touché. Oui, mais après moi je suis facilement ému dès que je vois un spectacle sportif. Bon, donc c'est quelqu'un d'émotif. Il a pleuré quand Toulouse a gagné aussi l'année dernière. Mais c'est vrai. Okay. mais tout autant. Alors là ça fait remonter des souvenirs personnels, mais enfin des souvenirs familiaux. Ouais non parce qu'on voilà. Mais non mais du coup voilà, c'était ton regard sur ce titre parce que bon. Non, moi je crois que c'est enfin la première pensée que j'ai, c'est pour le président, je pense, de l'UBB. Quand tu vois, tu regardes en arrière tout ce qu'il a fait pour ce club-là, je trouve qu'il méritait à un moment donné d'avoir un titre qui validait toute son implication, toute sa pugnacité, parce qu'il est aussi passé par des moments peut-être difficiles et qu'il n'a jamais rien lâché. Et puis ensuite, quand tu vois aujourd'hui l'accueil qu'ils ont eu à Bordeaux, enfin, je trouve ça incroyable comment en 15 ans ou même moins, parce que l'engouement il date pas d'aussi longtemps, mais je trouve que c'est incroyable qu'aujourd'hui Bordeaux vibre autant pour le rugby et l'image que tu as d'hier des joueurs arrivant, je crois qu'ils sont au cours de l'intendance ou je sais plus, j'ai trouvé ça magnifique et puis après, voilà, c'est un club qui mérite, qui a rien lâché. L'année dernière,
Je pense qu'ils sont tombés de haut après la défaite au Stade Toulousain et qui a su se relever rapidement pour à nouveau repartir de l'avant et remporter ce trophée-là. Donc voilà, je suis très content pour ce club-là parce que je suis aussi du Sud-Ouest, j'ai fait mes études à Bordeaux. Tu veux dire du vrai Sud-Ouest, pas comme Johan. Voilà. Je relèverai même pas. Voilà. Un coup les Ariégeois, un coup Toulousain, Parisien, c'est pas trop des fois. Dit-il le castré. C'est très bon. Le castré. Allez, merci. Je trouve que c'est très bien pour ce club. Voilà, messieurs. Merci Julien d'avoir été avec nous en direct. Bon match ce week-end et bonne fin de saison, bien sûr, pour le Stade Français, pour tous les autres clubs, bien évidemment. Vous êtes sur Sud Radio, les radios du rugby, mais on va retrouver Jacques Pessy, les clés d'une vie. On est en retard, excusez-nous.